Salut, c'est Marion Lefebvre. Alors que tous les regards sont tournés aujourd'hui vers la Chine et vers ce coronavirus, le Covid-19, dont le nombre de victimes ne cesse de croître, on a tendance à oublier ce que vivent en ce moment les Ouïghours, une minorité ethnique chinoise dans le nord-ouest du pays, et comment le régime chinois les surveille, même lorsqu'ils parviennent à fuir. Les Ouïghours, turcophones et majoritairement musulmans sunnites, sont à peu près 10 millions à vivre au Xinjiang, une région autonome presque 3 fois plus grande que la France. Depuis 2017, les autorités chinoises les y enferment dans des camps dits de rééducation, plus proches en réalité de camps de concentration. La Chine justifie cette répression par la lutte contre le terrorisme. Les rares témoignages qui nous parviennent sont glaçants. Torture, lavage de cerveau et éradication pure et simple de l'identité ouïghour. Tout ça orchestré par Xi Jinping lui-même, comme l'a montré une enquête du quotidien américain New York Times fin 2019. The documents detail how police use an artificial intelligence-driven data system to select who will be detained. Once inside the camps, every aspect of their life is controlled. Well, I'm so glad you did this reporting because you look at these documents and they reveal that the decision to target the Uyghur minority population came from the very top of the government in Beijing. Et même quand ils parviennent à fuir le Xinjiang, on va vous le raconter, les Ouïghours sont surveillés. Bienvenue dans Programme B. La répression que les Ouïghours subissent ne s'arrête pas aux frontières du Xinjiang. Fin 2019, des témoignages dans les médias et les ONG françaises commencent à émerger. La diaspora ouïghour est traquée et surveillée. En Norvège, en Belgique, aux États-Unis, comme le rapporte le quotidien Libération, simples ressortissants ou réfugiés politiques, impossible pour les Ouïghours à l'étranger d'échapper aux joues du régime. C'est ce que raconte Merdan Mehmet, un réfugié politique ouïghour. Lui, il est arrivé en France en 2005 pour étudier. Il devient rapidement un membre actif de la diaspora au sein de l'Association des Ouïghours de France. Après son arrivée, la pression sur sa famille restée au pays augmente. La police chinoise les menace, demande que Merdan les contacte et leur donne des informations sur sa vie à l'étranger. En danger, Merdan Mehmet demande alors l'asile politique qu'il obtient. En 2010, il perd complètement contact avec sa famille. Les numéros de téléphone ne fonctionnent plus et il craint de les mettre en danger en essayant de les contacter. Évidemment, impossible pour lui de revenir au Xinjiang sous peine d'être immédiatement arrêté et interné. Merdan vit aujourd'hui dans un petit appartement parisien avec sa famille, où je l'ai rencontré. Depuis 2 dernières années, j'ai reçu pas mal des appels qui viennent de l'ambassade de Chine, tous les jours, presque tous les jours, des fois même dizaines d'appels par jour, des fois 3-4 fois par semaine, c'est vraiment aléatoire, voilà. Ils me demandaient de venir à l'ambassade récupérer soit un colis, soit une lettre, donc chaque fois avec un différent numéro. Donc ça, c'est un appel que j'ai reçu l'année dernière. Et qu'ils ont dit que c'est l'ambassade de la Chine. Vous avez un document très important. Il faut que vous allez rendre à l'ambassade de Chine pour récupérer ce document. L'année dernière, au mois de mars à peu près, j'ai reçu un colis qui vient de la Chine, de ma région, avec quelques curiosités. Je suis allé à la poste. Le monsieur, il m'a sorti avec un grand colis. Donc, ça m'a surpris un truc, c'est que il y a un scotch avec le bien emballé avec China Post. Je suis vraiment étonné. J'ai pensé que c'est pas possible que c'est mes parents qui m'ont envoyé un colis parce que je suis perdu au contact déjà plus que quelques mois. Donc après, j'ai vraiment surpris. Et puis, j'ai regardé tout de suite l'étiquette, bon d'expédition. Donc là, ici, il a bien écrit en chinois. Donc ça, c'est le prénom de ma mère. Donc ça, c'est ville, le nom de ville. Donc ça, c'est mon adresse postale de ma région. Donc ça, c'est le numéro de téléphone de chez moi. Donc pourtant, c'est déjà résilié. Enfin, ce numéro de téléphone, c'est déjà résilié, mais il est marqué quand même. Donc ça, c'est le numéro de portable. J'arrive pas toujours à rejoindre depuis 1 an. Donc là, ici, ils ont marqué donc mon nom et prénom, mais écriture en chinois.
Donc ça, c'est mon adresse postale. Donc exactement, c'est bien ça. Donc ça, c'est mon numéro, l'ancien numéro de portable. Donc ça, c'est mon nouveau numéro de portable. Donc il y a un truc quand même étonnant, comment ma famille, ils connaissent pas ce numéro, mais mes expéditeurs, comment, ils connaissent mon numéro de... Ce que vous me dites, c'est que l'expéditeur de ce colis ou l'expéditrice connaissait vos dernières coordonnées téléphoniques. Exactement. Il connaît presque toutes mes informations personnelles. Après, ça pèse quand même un peu lourd. C'est presque, je sais plus, 17 ou 18 kilos à peu près. Donc, j'ai ramené chez moi. Je suis rentré dans la cave pour être un peu loin de ma famille et mes enfants. Et donc, j'ai mis les gants. Parce que vous aviez peur ? Oui, justement, parce que je sais bien que c'est pas ma famille qui m'a envoyé un colis. Donc, est-ce que c'est le régime chinois ou un service d'enseignement de Chine qui m'a envoyé un produit chimique ou un explosif? Que j'ai pensé à toutes les possibilités. Et comment vous vous sentiez à ce moment-là ? Est-ce que vous vous sentiez fébrile ? C'était quoi le sentiment ? Je suis peur d'abord. Après, je suis tellement stress, je suis dans stress. Et voilà, donc dedans, j'ai trouvé que de fruits secs, comme des amandes ou de abricots, et voilà, donc de raisins secs, etc. Donc j'ai essayé de fouiller partout, est-ce que je pourrais trouver un petit... pouce électronique ou un produit chimique. Donc, j'ai fouillé presque 30 minutes dans ma cave et j'ai rien trouvé. Donc, est-ce que je me dis, ils ont mélangé d'un poison dans ces fruits secs et voilà. Donc, après, j'ai pensé même à envoyer à un laboratoire pour faire analyse. Mais finalement, je n'ai pas fait. Après, j'ai jeté tous les cartons, tous les fruits secs, mais j'ai gardé quand même la bonne expédition pour mémoire. C'est pas uniquement moi. Donc, depuis 2 dernières années, le renseignement chinois qui essayent de contacter, nous envoyer des messages. C'est qui nous ? Les Ouïghours de France. Donc, j'ai des amis aussi qui reçoivent donc ces genres de colis. Donc, exactement la même chose. Donc ils ont perdu le contact depuis quelques mois, mais même des années. Donc, mais ils ont reçu un colis qui est envoyé par sa famille. Vous faites attention dans votre vie quotidienne à cause de ça ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie quotidienne ? Oui, je vais faire très attention parce que des fois, même je suis sorti, peut-être c'est un simple touriste ou c'est pas. Donc, il prend des photos de ma famille. Ça me fait des fois un peu peur. Est-ce que c'est un espionnage qui est en train de prendre en photo de mes enfants, de ma femme? J'ai peur que ça arrive quelque chose à mes enfants. Mais il faut que il doit parler quand même. Donc, voilà, on n'a pas le choix. Donc, je vais essayer de ne pas parler mes enfants, mais j'ai quand même fait très attention chaque fois. Je pensais que c'est mon responsabilité de parler, de faire quelque chose. Mehrdad Mehmet est l'un des rares Ouïghours exilés à parler et à ne pas exiger l'anonymat. La plupart des membres de l'association dont il est secrétaire, les Ouïghours de France, craignent que leur famille soit punie s'ils dénoncent le sort de leur peuple à l'étranger. S'il ne nous a pas été possible de retracer avec certitude l'origine des appels ou des colis inquiétants reçus par les membres de la diaspora, les témoignages à ce sujet se sont multipliés au cours des derniers mois. Tandis que la situation empire au Xinjiang, certains et certaines Ouïghours de la diaspora tentent tout de même de rompre le silence, comme Dilnur Rehan, sociologue d'origine ouïghour et enseignante à l'INALCO. Début 2017, fin 2016, il y a eu un changement radical dans la politique chinoise et pour éradiquer la nation ouïghour. De ce fait, les Ouïghours sont devenus extrêmement actifs dans la diaspora. Toutes ces personnes qui avaient extrêmement peur auparavant, une bonne partie, ils ont rejoint le mouvement nationaliste de la diaspora. C'est pourquoi, la Chine, non seulement elle a radicalisé sa politique dans la région ouïghour, mais aussi à l'extérieur, pour faire taire ces personnes. La diaspora subit cette surveillance qui se traduit ou qui se manifeste par de divers moyens. Quelles sont ces méthodes ? On sait que Mehrdad Mehmet nous a parlé de colis.
d'appels téléphoniques. Est-ce que c'est toujours les mêmes moyens ? On ne sait pas comment ils choisissent. En tout cas, les expériences sont très diverses. À partir de début 2017, beaucoup de personnes partout dans la diaspora ont reçu des demandes soit de la famille sur WeChat. Vous savez, l'application chinoise, WhatsApp chinoise, de la part de leur famille en leur demandant des informations privées et professionnelles. Et que cette demande, ça peut être des choses, peu de choses pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va beaucoup trop loin. Comme par exemple, on a en France des cas où il y a des Ouïghours qui sont mariés avec des Français. Donc, la demande peut aller jusqu'à les informations privées et professionnelles de leurs conjoints français. Nous avons ce genre de choses aussi. Et puis, pour des cas légers, très généralisés, c'est demander aux Ouïghours de se prendre en photo devant un monument historique ou devant un monument représentant le pays ou la ville que le Ouïghour ou la Ouïghour censé résider. Il y a aussi d'autres méthodes un peu plus intrusives, entre guillemets. Il y a des appels téléphoniques, il y a aussi des colis un peu mystérieux qui contiennent notamment des fruits secs ou des vêtements. Pourquoi ces méthodes-là ? Est-ce que c'est complètement aléatoire ou est-ce qu'il y a une stratégie derrière, selon vous ? À ma connaissance, les personnes qui ont reçu les colis, c'est seulement 3 personnes en France, donc parmi notre communauté en France. Et j'ai pas entendu cela ailleurs. Cependant, ça aussi, ça montre une autre façon ou alors peut-être une nouvelle méthode développée par la Chine pour aller un peu plus loin. Dans le cadre de la Chine, la Chine, elle reconnaît pas de double nationalité. Donc, de ce point de vue, la Ouïghour qui est devenue française ou français, et la personne, elle est déjà pas de nationalité chinoise. Donc, la Chine, elle a aucun droit d'intervenir. Quelle a été la réaction du gouvernement français ? Et est-ce qu'il y a eu d'autres réactions d'autres gouvernements à l'étranger au sujet de la surveillance des Ouïghours hors des frontières chinoises ? Face à la Chine, il n'y a que les États-Unis qui réagissent vivement. Les autres pays, extrêmement timides. Encore plus notre France, qui se montre extrêmement faible face à la Chine. Et je suis bien contente que enfin, fin 2019, la France a réagi par la voix de notre ministre des Affaires étrangères. Je suis vraiment contente en tant que Française, parce que j'avais vraiment honte de ce silence assourdissant de la France, de mon pays, disons. Mais c'est toujours faible et que les intimidations, nous avons déjà fait parvenir au ministère, etc. Je pense qu'ils travaillent de près sur cette question-là parce que ces questions-là, elles sont sensibles et je comprends aussi que les autorités ne peuvent pas nous dévoiler ce qu'ils font, je pense. Et je pense qu'ils font un travail derrière. Mais cependant, comme les intimidations continuent plus ou moins, et comme on subit toujours, et donc on ne comprend pas cette réaction molle, d'une part, déjà pour notre vie en France, d'autre part, par rapport au camp de concentration qui dure depuis 3 ans. Comment la diaspora se mobilise ? Quelles sont les stratégies de résistance ? Dans la diaspora, les actions sont menées en 2 axes. D'une part, c'est l'axe politique. Essayer de faire mobiliser les gouvernements de leur pays dans lequel ils sont installés. En France, il me semble qu'on n'a pas ce type de dispositif. Donc, on est assez... En plus, on est très peu nombreux. On est très peu significatif pour la France. La France, elle est extrêmement proche de la Chine aussi. Et donc, le combat politique en France, c'est encore extrêmement faible, disons.
Il y a extrêmement peu de politiques qui est mobilisée, enfin pratiquement pas, à part Raphaël Glucksmann qui s'est mobilisé depuis fin 2019. À part lui, il n'y a personne qui se mobilise pour cette cause. Enfin, on a l'impression qu'en fait, il s'en moque royalement en fait, de ces millions de populations qui est en train de partir. La préservation de la culture et la transmission de la culture et de la langue ouïghour, c'est la deuxième axe, l'axe culturel. À mon arrivée, j'avais créé l'association des étudiants. Et pendant 10 ans, nous avons fait, donc, la promotion de la culture ouïghour. Moi-même, j'enseigne la langue ouïghour à l'ENALCO. Et puis, depuis 3 ans, en fait, cette association étudiante, on a transformé en Institut ouïghour d'Europe. Donc, au sein de l'Institut, ça fait 3 ans que nous avons créé l'école ouïghour pour les enfants qui sont nés à Paris, dans la région parisienne, pour transmettre la langue et la culture. J'ai l'impression qu'il y a un peu un sentiment d'urgence à partager sa culture et à partager sa langue et sa danse et son patrimoine. Absolument, parce que les enfants qui sont nés ici, maintenant on a une centaine d'enfants, et même plus, et donc ils sont scolarisés et qu'ils parlent français, ils parlent plus ouïghour, donc contrairement aux autres communautés en France, on ne peut pas retourner au pays pour que les enfants, une fois par an, reprennent la langue. L'identité ouïghour, elle est réellement menacée. La langue et la culture ouïghour, elle est détruite par la Chine. Si il y a 3 ans, c'était une urgence par rapport à notre communauté ici, maintenant c'est une urgence pour sauvegarder, pour sauver l'identité ouïghour tout entière. Donc c'est pourquoi aussi dans toutes les diasporas partout dans le monde, ils ont fait énormément de travail dans ce sens-là. En France, comme je disais, ça fait 10 ans qu'on fait ça au sein de l'Institut. Maintenant, depuis 3 ans avec les enfants, et tout ça, en fait, dans des conditions extrêmement précaires. Et que ça a devenu une urgence, effectivement, et que parce que les enfants, non seulement les enfants, ils ont besoin de voir un lieu décoré ouïghour dans lequel ils ressentent leur identité et leur culture, parce que c'est pas le cas maintenant. On emprunte des endroits qui sont prêtés par des personnes sympas, mais c'est pas à nous. On ne peut pas décorer, on doit ranger nos affaires immédiatement après le cours, etc. Donc, et on doit ramener les affaires à chaque semaine, etc. Donc c'est extrêmement précaire. C'est pourquoi aussi c'est une urgence, de la part, c'est un appel urgent aussi pour les autorités publiques françaises de venir en aide, au moins, puisqu'en fait ils font rien par rapport au camp, au moins venir en aide pour faciliter la vie des Ouïghours en France. Fin novembre 2019, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, a demandé à Pékin de mettre un terme aux détentions arbitraires de masse dans les camps. Une demande que Pékin avait rejetée, répliquant que les affaires du Xinjiang relèvent entièrement des affaires intérieures de la Chine. Selon les organisations de défense des droits humains, plus d'1 million de Chinois musulmans, des Ouïghours en majorité, sont détenus aujourd'hui dans les camps et les diasporas continuent d'être surveillées à l'extérieur du pays. Merci à Merdan Mehmet et Dilnur Rehan pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.